La bataille de Mossoul, qui s'est déroulée entre octobre 2016 et juillet 2017, n'était pas simplement une campagne pour libérer une ville. Elle fut l'aboutissement de plusieurs années de déclin politique, de tensions sectaires et de conflits régionaux qui ont permis à l'État islamique d'Irak et de Syrie, plus connu sous le nom de Daesh, de renaître des cendres de la guerre d'Irak. Le retrait des forces des États-Unis d'Irak en 2011 a laissé derrière lui un État fragile, affaibli par des divisions internes et une corruption systémique. Le gouvernement du Premier ministre Nouri al-Maliki, dominé par des factions politiques chiites, a mené des politiques d'exclusion qui ont aliéné les communautés arabes sunnites du nord et de l'ouest de l'Irak. La dissolution des milices locales, la marginalisation des dirigeants sunnites et la politisation de l'armée ont créé un terrain fertile pour l'insurrection. Daesh, qui avait évolué à partir d'Al-Qaïda en Irak sous la direction d'Abou Bakr al-Baghdadi, a exploité ce mécontentement. Et en 2013, le groupe avait rétabli sa présence dans les provinces d'Al-Anbar, de Ninive et de Salah ad-Din, tout en s'étendant simultanément en Syrie au milieu de la guerre civile qui frappait ce pays. Depuis ses bases, à Raqqa et Deir ez-Zor, Daesh a lancé une campagne coordonnée pour établir un califat transitoire, utilisant la propagande et la terreur pour projeter une force supérieure à ses effectifs réels. Les forces de sécurité irakiennes ou forces de sécurité irakiennes étaient mal préparées à cette nouvelle menace. Malgré des années de formation américaine et des milliards d'aides militaires, elles restaient caminées par l'inefficacité et la corruption. Les commandants achetaient souvent leur poste, les soldats étaient des mal payés et fréquemment absents, et la logistique était chaotique. Ainsi, lorsque les forces de Daesh ont avancé sur Mossoul début juin 2014, elles ont rencontré très peu de résistance. La chute de Mossoul fut à la fois soudaine et catastrophique. Environ 1500 combattants de Daesh, utilisant la rapidité et la guerre psychologique, ont submergé une garnison de plus de 30 000 soldats irakiens. Des brigades entières se sont effondrées, les commandants ont fui et les défenses de l'armée se sont désintégrées. En quelques jours, les militants se sont emparés de vastes quantités d'armes fabriquées aux États-Unis, y compris des chars, des Humvee et de l'artillerie, transformant instantanément Daesh d'une force de guérilla en une armée conventionnelle. Le 10 juin 2014, Mossoul, autrefois la deuxième plus grande ville d'Irak et un centre de commerce, de culture et de diversité, est tombé complètement. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui à travers le fleuve Tigre vers les zones contrôlées par les Kurdes, tandis que ceux qui sont restés ont été soumis à la loi de Daesh. La perte de Mossoul a été une humiliation nationale pour l'Irak. Pour de nombreux Irakiens, cela symbolisait l'effondrement total de l'ordre établi après 2003. Pour Daesh, cela a marqué la naissance de son califat autoproclamé. Ceci est l'histoire de la bataille de Mossoul, le combat le plus acharné de l'Irak contre Daesh. Bienvenue à Guerre du Monde. Après la prise de Mossoul, Daesh a proclamé l'établissement d'un califat le 29 juin 2014, nommant Abou Bakr al-Baghdadi comme calife. Depuis la chaire de la mosquée, Al-Nouri, al-Baghdadi a proclamé un État islamique mondial, appelant les musulmans du monde entier à lui prêter allégeance. La portée de cet acte était profonde. Mossoul est devenu le cœur idéologique et administratif du califat, servant à la fois de capitale en Irak et de possession territoriale la plus précieuse. Sous le règne de Daesh, Mossoul a subi une transformation radicale. Le groupe a imposé une forme de gouvernance rigide basée sur son interprétation extrémiste de la loi islamique.
La police religieuse de Daesh, appelée Diwan al-Hizba, faisait respecter des codes sociaux stricts. Les hommes devaient porter la barbe et assister aux prières, les femmes y ont porté le niqab intégral. Et des punitions publiques, y compris des amputations, des crucifixions et des exécutions, étaient les pratiquées sur les places de la ville. Économiquement, Daesh a mis en place un système autosuffisant de taxation et d'exploitation. Ils imposaient la zakat ou des taxes religieuses aux entreprises et confisquaient les biens des non-musulmans et des dissidents politiques. Le pillage d'objets du musée de Mossoul et la destruction de sites du patrimoine assyrien ancien comme Nimroud ont suscité l'indignation mondiale. Mais cela a également servi de propagande, renforçant le rejet par Daesh de l'histoire séculière. L'administration militaire du groupe a transformé Mossoul en une forteresse. Les rues ont été barricadées, des tunnels ont été creusés sous les quartiers et des caches d'armes ont été réparties dans toute la ville. Les enfants étaient endoctrinés dans les écoles de Daesh et formés dans leur soi-disant camp des lionceaux du califat. La population de la ville, estimée à 15 millions d'habitants, est devenue à la fois une main-d'œuvre et un bouclier humain. Dès 2015, l'emprise de Daesh a commencé à faiblir. Les États-Unis ont reformé une coalition internationale dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, apportant un soutien aux forces irakiennes et kurdes grâce à la puissance aérienne et aux renseignements de la coalition. Des frappes aériennes ont ciblé les convois de Daesh, les infrastructures pétrolières et les centres de commandement, réduisant progressivement la capacité du groupe à exercer son contrôle. Alors que les forces irakiennes reprenaient Tikrit, Ramadi et Falloujah, entre 2015 et la mi-2016, Mossoul est devenu de plus en plus isolé. Bien que les frontières du califat se soient rétractées, sa capitale est restée défiant, fortifiée, fanatique et préparée pour un siège. À l'été 2016, le gouvernement irakien a commencé à finaliser les plans pour reprendre Mossoul. La campagne nom de code, Opération Nous arrivons Ninive, était conçue pour être la plus grande opération militaire en Irak depuis l'invasion de 2003. Le Premier ministre Haider al-Abadi faisait face à une immense pression politique pour reprendre la ville et rétablir l'autorité de l'État. La victoire à Mossoul n'était pas seulement un objectif militaire, mais aussi une nécessité politique. La tâche elle-même, cependant, était redoutable. Les estimations des services de renseignement faisaient état de 5 000 à 7 000 combattants de Daesh à Mossoul, y compris des militants étrangers venus de Tchétchénie, de Tunisie et d'Europe occidentale. Ils disposaient de vastes réseaux de tunnels, de véhicules piégés, appelés véhicules piégés improvisés et d'armes anti-chars. Chaque rue, chaque bâtiment et chaque pont étaient préparés pour la guerre urbaine. La coalition réunie pour relever ce défi comprenait des facteurs divers et souvent concurrents. Les forces de sécurité irakiennes constituaient l'épine dorsale de l'assaut, soutenues par les unités d'élite des services de lutte contre le terrorisme ou services de lutte contre le terrorisme, les unités de la police fédérale et la police locale de Ninive. Les peshmergas kurdes ont avancé depuis le nord et l'est, coupant les lignes d'approvisionnement vers la Syrie et vers l'ouest. Les forces de mobilisation populaire ou forces de mobilisation populaire, un ensemble de milices majoritairement chiites, soutenues par l'Iran, sécurisaient les zones rurales et cherchaient à empêcher les renforts de Daesh ou leur fuite vers la Syrie. Les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ont joué un rôle décisif. La force opérationnelle conjointe combinée de l'opération Inherent Resolve a fourni un soutien aérien, de l'artillerie et des conseillers intégrés au sein des unités irakiennes. Des drones et la reconnaissance satellitaire ont cartographié les défenses de la ville, tandis que des frappes aériennes de précision visaient les chefs de Daesh et leurs infrastructures. En octobre 2016, les forces de la coalition avaient emmené plus de 12 000 frappes à travers l'Irak, réduisant les capacités opérationnelles de Daesh. Stratégiquement, le plan prévoyait une attaque sur plusieurs fronts. Les forces peshmergas s'avanceraient vers Mossoul depuis le nord-est, tandis que les unités de l'armée irakienne progresseraient depuis le sud.
Les forces du service de lutte contre le terrorisme pénétreraient dans les quartiers est, traversant jusqu'au cœur de la ville une fois les défenses extérieures franchies. La campagne reposerait fortement sur l'encerclement, isolant les combattants de Daesh tout en permettant aux civils de s'échapper par des couloirs humanitaires. Pourtant, même les plans les mieux préparés ont rencontré des obstacles. L'environnement urbain dense de Mossoul rendait difficile l'utilisation de la puissance aérienne sans mettre en danger les civils. L'emploi de boucliers humains et de pièges explosifs par Daesh freine fortement la progression. Et de plus, la cohésion politique de la coalition était fragile. Les tensions entre Bagdad et Erbil, entre sunnites et chiites, ainsi qu'entre l'Iran et les États-Unis menacèrent de compliquer à la fois le commandement et le contrôle. Mais malgré tout, après des mois de préparation, l'ordre d'intervenir a été donné. À l'aube du 17 octobre 2016, le Premier ministre Al-Abadi s'est adressé à la nation à la télévision, annonçant le début de l'offensive. Citation : « Le moment de la victoire est arrivé. Je déclare le début des opérations pour vous libérer, au peuple de Mossoul. » Fin de citation. En quelques heures, l'artillerie a tonné à travers les plaines de Ninive. Des colonnes de chars irakiens, de véhicules blindés et d'infanterie ont avancé vers Mossoul depuis plusieurs fronts, tandis que les avions de la coalition frappaient les positions de l'État islamique avec des munitions de précision. Les forces kurdes Peshmerga ont progressé rapidement à travers les villages du nord, sécurisant les routes vers la ville et s'emparant de la ville stratégique de Bachika. Les débuts de l'offensive ont rencontré une résistance modérée. Les combattants de Daesh se sont repliés vers le centre de la ville, évitant l'affrontement direct et comptant plutôt sur des embuscades et des attaques suicides. À la fin du mois d'octobre, les forces irakiennes avaient atteint les faubourgs est de Mossoul. La bataille pour la ville elle-même avait commencé. La guerre urbaine dans l'est de Mossoul s'est révélée être parmi les plus intenses du conflit. Le service de lutte contre le terrorisme a mené l'assaut à travers des quartiers comme Gojali, Karama et Quds. Chaque avancée nécessitait de nettoyer tout le pâté de maisons, des snipers, des engins explosifs improvisés et des réseaux de tunnels. Les avions de la coalition ont fourni un appui aérien rapproché, mais les progrès se mesuraient en mètres plutôt qu'en kilomètres. Les civils étaient pris entre deux feux, les combattants de Daesh se positionnant délibérément dans des maisons, des mosquées et des écoles, sachant que les forces irakiennes et de la coalition étaient modées contraintes par les règles d'engagement. Les couloirs humanitaires mis en place par les Nations Unies ont rapidement été submergés alors que des dizaines de milliers d'habitants tentèrent de fuir la ville. En janvier 2017, après 3 mois de combats acharnés, les forces irakiennes avaient sécurisé la moitié est de la ville. Ce fut une victoire durement acquise qui a démontré à la fois la résilience des troupes irakiennes et la détermination de Daesh à se battre jusqu'au bout. Pourtant, la rive ouest du fleuve Tigre restait à conquérir, densément peuplée, fortement fortifiée et prête à infliger un tribut encore plus lourd. La libération de l'est de Mossoul en janvier 2017 fut une étape décisive, mais elle ne marqua que la moitié d'une campagne éprouvante. Le côté ouest de la ville, connu sous le nom de Mossoul-Ouest, représentait un défi encore plus grand. Contrairement aux larges boulevards et aux infrastructures plus récentes de l'Est, l'Ouest était un labyrinthe de ruelles étroites, de logements denses et de quartiers historiques. Un terrain qui neutralisait l'avantage de l'armée irakienne en matière de blindés et de mobilité. Les évaluations des services de renseignement estimaient qu'entre 2500 et 3000 combattants de Daesh restaient retranchés à l'ouest, dont beaucoup étaient les vétérans les plus aguerris du groupe. Parmi eux se trouvaient des centaines de combattants étrangers qui avaient juré de mourir à Mossoul plutôt que de se rendre.
La rive ouest abritait également la vieille ville, où des monuments tels que la mosquée Al-Nouri et le minaret Al-Hadba étaient devenus des symboles du califat. La préparation de l'assaut sur la rive ouest a duré plusieurs semaines. Les commandants irakiens, soutenus par des conseillers américains et de la coalition, ont commencé la nouvelle offensive à la mi-février 2017. Les ingénieurs ont érigé des ponts temporaires sur le Tigre pour faciliter le passage des troupes et des vivres, tandis que les avions de la coalition ont intensifié les frappes sur les positions de Daesh. Le 19 février 2017, le Premier ministre Haider al-Abadi a officiellement annoncé le début de la bataille pour l'ouest de Mossoul. L'opération a débuté par une avancée coordonnée depuis le sud et l'ouest, menée par la police fédérale et une réponse rapide à vision. En quelques jours, ils ont capturé l'aéroport de Mossoul, une victoire stratégique qui a offert une base pour de nouvelles offensives. À proximité, la vaste base militaire de Ghazlani a également été sécurisée après de violents combats. Cependant, les progrès ont immédiatement rencontré une résistance farouche. Daesh a mis en place un système de défense sophistiqué. Les rues étaient bloquées par des véhicules brûlés et des débris. Des tunnels permettaient aux combattants de surgir soudainement derrière les troupes avancées. Des snipers et des kamikazes visaient tout mouvement. À mesure que les forces irakiennes progressaient, les combats devenaient de plus en plus chaotiques et destructeurs. L'offensive occidentale est rapidement devenue synonyme d'usure. Chaque pâté de maison devait être nettoyé séparément. Les soldats avançaient bien, souvent sans blindés lourds, en comptant sur les tactiques d'infanterie et la reconnaissance par drone. Le soutien aérien de la coalition était indispensable, mais limité par la proximité des civils. La rive ouest de Mossoul abritait encore près d'un demi-million de personnes, dont la plupart étaient les piégées chez elles, trop effrayées pour fuir ou incapables de traverser les lignes de front. La bataille pour l'ouest de Mossoul est rapidement devenue l'une des situations de combat urbain les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Le service irakien de lutte contre le terrorisme a de nouveau pris la tête, avançant à travers des quartiers comme Al-Mamoun, Al-Tahran et Al-Jadida, chaque progression étant accueillie par des embuscades, des tirs de snipers et des attaques suicides. Daesh a déployé des vagues de véhicules piégés dont beaucoup étaient déguisés en voitures civiles ou en ambulances. La complexité du champ de bataille était encore accrue par la présence de la population civile. Daesh utilisait les civils comme boucliers humains, forçant des familles à vivre près des lignes de front pour décourager les frappes aériennes. De nombreux habitants étaient empêchés de fuir et ceux qui tentaient de s'échapper risquaient d'être exécutés. Les Nations Unies et les organisations humanitaires ont averti que l'ouest de Mossoul risquait de devenir un cimetière pour les civils. En mars 2017, la bataille était entrée dans sa phase la plus sanglante. Les frappes aériennes se sont intensifiées alors que les forces de la coalition cherchaient à briser la résistance de Daesh. Le ciblage de précision s'est avéré difficile dans cet environnement urbain dense, entraînant plusieurs incidents catastrophiques qui ont mis en évidence le coût humain tragique. Le 17 mars 2017, une frappe aérienne dans le quartier d'Al-Jadida a déclenché une explosion massive, provoquant apparemment la détonation de munitions de Daesh cachées dans un bâtiment voisin. Plus de 200 civils ont été tués, ce qui en fait l'un des incidents les plus meurtriers de la guerre. Mais malgré le nombre croissant de victimes, les forces irakiennes ont poursuivi leur avancée. La police fédérale a pris le contrôle du complexe gouvernemental et de la zone entourant la Grande Mosquée, tandis que le service de lutte contre le terrorisme a progressé vers le nord en direction de la vieille ville. À la fin du mois d'avril, le territoire de Daesh avait été réduit à une poche de plus en plus petite le long du fleuve Tigre. Le bilan humanitaire était tout simplement stupéfiant. Des centaines de milliers d'habitants avaient fui la ville, beaucoup cherchant refuge dans des camps à l'extérieur de Mossoul ou dans la région du Kurdistan. Les agences humanitaires peinaient à faire face à l'afflux de personnes déplacées.
Les personnes déplacées ont décrit des conditions éprouvantes, notamment la famine, les bombardements constants et la terreur psychologique de vivre sous la domination de Daesh. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a estimé que plus de 70 000 civils ont été déplacés lors de la seule offensive de l'Ouest. Pour ceux qui étaient encore piégés à l'intérieur de la ville, la vie est devenue une lutte quotidienne pour la survie. La nourriture était rare, l'eau potable inexistante et les soins médicaux tout simplement indisponibles. Des témoins ont raconté plus tard comment Daesh exécutait toute personne soupçonnée de collaborer avec les forces irakiennes. Les corps restaient sans être ramassés dans les rues, tandis que les combats faisaient rage au-dessus. En mai 2017, le dernier bastion de Daesh était réduit à la vieille ville de Mossoul, un réseau d'anciennes ruelles, de mosquées et de marchés. Située sur la rive ouest du Tigre, la vieille ville, importante par sa valeur historique et symbolique, devint le lieu de la dernière résistance de Daesh en Irak. La direction du groupe a ordonné à ses combattants de défendre la zone, citation, jusqu'au dernier souffle. L'assaut contre la vieille ville a commencé à la fin du mois de mai, mené par le service de lutte contre le terrorisme et soutenu par des unités de la police fédérale. Le terrain posait des défis uniques pour la guerre mécanisée. Les rues étaient trop étroites pour les véhicules blindés, obligeant les soldats à avancer à pied. Des snipers tiraient depuis les fenêtres supérieures, tandis que les combattants de Daesh lançaient des grenades depuis des tunnels cachés. La communication et la coordination étaient gravement entravées par l'environnement labyrinthique. Le coût humain a fortement augmenté. De nombreux civils piégés dans les sous-sols se sont retrouvés pris entre deux feux. Des frappes aériennes destinées à viser les positions de Daesh ont, par inadvertance, détruit des immeubles résidentiels. Les règles d'engagement de la coalition ont été révisées à plusieurs reprises afin de réduire les dommages collatéraux. Mais la densité de la zone de combat laissait très peu de marge d'erreur. À la mi-juin, les forces irakiennes se rapprochaient du cœur symbolique du califat, la mosquée Al-Nouri. C'est ici, 3 ans plus tôt, qu'Abou Bakr al-Baghdadi avait proclamé le califat. Dans un dernier acte de défi, Daesh a fait exploser des explosifs à l'intérieur de la mosquée le 21 juin 2017, détruisant à la fois le bâtiment historique et son minaret emblématique penché. Les commandants irakiens ont décrit la démolition comme, je cite, « la déclaration de défaite du groupe ». Fin de citation. Les combats ont continué dans les rues environnantes pendant des semaines chaque jour, apportant des progrès progressifs à un coût immense. Les Nations Unies ont ensuite rapporté que rien que dans le dernier mois de la bataille, plus de 10 000 civils ont été tués ou blessés. La destruction de la vieille ville a été presque totale. Les images aériennes montraient des quartiers entiers réduits en ruines. Le 9 juin 2017, après 9 mois de combats acharnés, le Premier ministre Haider al-Abadi est arrivé à Mossoul et a déclaré la victoire. Le lendemain, il a annoncé la libération totale de la ville, proclamant, je cite, « la fin et l'échec du faux État de Daesh ». Fin de citation. Cette annonce marque l'effondrement du contrôle territorial de Daesh en Irak. Ceux qui restaient de la direction du groupe avaient fui dans les déserts d'Ambar ou avaient traversé la frontière vers la Syrie. Cependant, la bataille avait laissé Mossoul dévasté. Le prix de la victoire se mesurait non seulement en vies humaines, mais aussi dans la destruction quasi totale de l'une des plus anciennes villes d'Irak. Les estimations du nombre total de morts varient considérablement. Les Nations Unies rapportent de plus de 8000 morts civiles, tandis que les responsables locaux estiment ce nombre à plus de 20 000. Les pertes militaires y ont également été importantes. Le service irakien de lutte contre le terrorisme, qui a mené les opérations les plus dangereuses, ayant perdu près de 40% de son personnel. Les dégâts matériels ont également été tout aussi graves.
Les évaluations satellitaires menées par Organisation des Nations Unies, Habitat, à la fin de 2017, révèlent qu'environ 40 000 bâtiments ont été détruits ou endommagés, en particulier dans l'ouest de Mossoul. Les ponts traversant le fleuve Tigre ont été démolis, le réseau électrique a été dévasté et les systèmes d'eau ont été contaminés. Les hôpitaux, les écoles et les marchés sont en ruine. Les conséquences humanitaires étaient sans aucun doute accablantes. Près d'1 million de personnes avaient été déplacées pendant la campagne, dont beaucoup n'avaient plus de maison où retourner. Les camps de réfugiés autour de Mossoul et Erbil sont devenus des camps semi-permanents. Les maladies se propageaient rapidement dans des conditions de surpopulation et les ressources pour la reconstruction étaient rares. Pendant des mois après la bataille, des corps continuaient d'être retrouvés sous les décombres. L'odeur de la décomposition remplissait l'air dans certaines parties de la vieille ville. Les opérations de déminage ont commencé presque immédiatement, car des milliers de munitions non explosées et de pièges mortels représentaient une menace létale pour les habitants qui revenaient. Les agences de reconstruction ont décrit Mossoul comme, je cite, « l'un des environnements urbains les plus contaminés de la planète ». Fin de citation. La libération n'a pas apporté de stabilité immédiate à Mossoul. Dans les mois qui ont suivi la déclaration de victoire, la ville a dû relever le défi colossal de se reconstruire au milieu de la fragmentation politique et des tensions économiques. Le gouvernement central à Bagdad a eu du mal à coordonner les efforts de reconstruction entre les différentes entités locales en concurrence, y compris les groupes tribaux, les autorités kurdes et les milices chiites. Pour relever ces défis, le Programme des Nations Unies pour le développement, ou Programme des Nations Unies pour le développement, a lancé le Fonds de financement pour la stabilisation, une initiative visant à rétablir les services essentiels tels que l'électricité, l'eau et les soins de santé. Et d'ici 2020, le programme avait soutenu la réhabilitation de milliers de maisons, de plus de 60 écoles et de plusieurs hôpitaux. Cependant, la reconstruction complète était prévue pour prendre des décennies. La réconciliation s'est également avérée être un défi majeur. De nombreux habitants accusent les forces de sécurité et les milices de retour de partialité sectaire et d'abus pendant la campagne. Les anciens collaborateurs de Daesh, ou ceux simplement soupçonnés de sympathie envers le groupe, étaient donc souvent détenus ou ostracisés. Le tissu social diversifié de Mossoul, autrefois foyer d'Arabes, de Kurdes, de Turkmènes et de chrétiens, avait été gravement endommagé. Des donateurs internationaux s'y ont promis des milliards d'aides lors de conférences au Koweït et ailleurs. Cependant, des retards bureaucratiques et la corruption ont freiné les progrès. En 2019, une grande partie de l'ouest de Mossoul restait en ruine, avec des milliers de familles vivant encore dans des abris temporaires et disposant de peu d'opportunités d'emploi. Mais malgré ces défis, des signes de reprise ont lentement émergé. L'université de Mossoul a rouvert ses portes, proposant des cours dans des bâtiments partiellement restaurés. La reconstruction de la mosquée Al-Nouri a commencé dans le cadre de l'initiative Revive the Spirit of Mosul de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture financée par les Émirats arabes unis. Des groupes de la société civile, des artistes et des bénévoles ont lancé des projets pour restaurer l'identité culturelle de la ville et guérir les blessures même psychologiques. Cependant, la sécurité est restée fragile. Bien que Daesh ait perdu sa base territoriale, des éléments du groupe subsistaient dans les zones rurales, menant des attaques sporadiques. La bataille de Mossoul avait détruit le califat, mais elle n'avait pas éradiqué les conditions sous-jacentes qui l'avaient en fait naître. La division sectaire, les disparités économiques et en fin de compte, une gouvernance faible. Des années après sa libération, Mossoul reste un paysage marqué par la mémoire et la perte. Les cicatrices de la bataille sont visibles non seulement dans ses infrastructures détruites, mais aussi dans la psyché collective de sa population. Les survivants racontent des histoires d'endurance, de trahison et de souffrances inimaginables.
Démographiquement, la ville a beaucoup changé. De nombreuses communautés minoritaires, y compris les chrétiens et les yézidis, ne sont pas revenus, ce qui a modifié le caractère autrefois diversifié de Mossoul. La reprise économique a également été inégale et le chômage reste élevé. Mais néanmoins, des initiatives locales ont commencé à reconstruire la vie civique. Des groupes de jeunes organisent des festivals culturels, des artistes peignent des fresques sur les ruines et d'anciens soldats participent à des programmes de réconciliation. Alors que la tension internationale s'est estompée, Mossoul demeure un symbole à la fois de tragédie et de résilience. Pour l'Irak, la libération de la ville a réaffirmé la souveraineté nationale. Pour la coalition mondiale, cela a marqué l'aboutissement d'une campagne coûteuse mais nécessaire. Pour les historiens et les stratèges, cela sert d'étude de cas dans la guerre moderne où la politique, la religion, la technologie et la souffrance humaine se rejoignent. La bataille de Mossoul a redéfini l'identité moderne de l'Irak. Ce fut le combat le plus féroce de l'histoire récente du pays, mené non seulement pour le territoire, mais aussi pour l'avenir de l'État irakien. À la suite de ces événements, Mossoul demeure un rappel que la victoire dans la guerre n'est que le début de la paix, et que la véritable lutte réside dans la reconstruction des villes, des nations et de la confiance entre leurs habitants. Les pertes reflètent l'intensité du conflit, avec environ 1200 membres des forces de sécurité irakiennes tués et plus de 8000 blessés, tandis que les estimations des morts parmi les combattants de Daesh varient de 6000 à 9000. Les pertes civiles étaient nettement plus élevées que ce qui avait été initialement rapporté, en grande partie à cause de la brutalité des combats. La bataille de Mossoul occupe une place centrale dans l'histoire de la guerre moderne. Sur le plan militaire, elle a représenté l'une des opérations urbaines les plus vastes et les plus complexes depuis la Seconde Guerre mondiale, impliquant environ 10 000 membres du personnel allié. Et durant environ 9 mois, la campagne a combiné des tactiques conventionnelles, la contre-insurrection et la lutte contre le terrorisme au sein d'un même théâtre d'opération. Les analystes ont identifié plusieurs enseignements clés. Le premier concerne la nature de la guerre urbaine moderne. La campagne de Mossoul a démontré que la victoire dans un environnement urbain dense nécessite la cohésion des petites unités, du renseignement en temps réel et une coordination étroite entre les moyens aériens était terrestre. L'expérience du service irakien de lutte contre le terrorisme a souligné l'importance d'une formation spécialisée pour le combat urbain. Deuxièmement, la bataille a révélé les limites de la puissance aérienne de précision dans les environnements peuplés. Malgré les avancées technologiques, il s'est avéré extrêmement difficile de minimiser les pertes civiles. Le coût humanitaire de la campagne a ravivé les débats sur la proportionnalité et l'éthique dans la guerre contemporaine. Troisièmement, Mossoul a illustré l'interaction entre la victoire militaire et la stabilité politique. La libération du territoire n'a pas automatiquement entraîné la gouvernance ou la réconciliation. La phase post-combat a nécessité autant d'attention stratégique que le combat lui-même. Une leçon qui continue d'influencer la doctrine de la contre-insurrection. Historiquement, Mossoul a marqué la fin symbolique et pratique du califat de Daesh. Quelques mois après sa chute, Raqqa en Syrie s'est également effondré, réduisant Daesh à une insurrection dispersée. Pourtant, l'influence idéologique du groupe a persisté, inspirant des affiliés du Sahel jusqu'à l'Asie du Sud-Est. La bataille pour Mossoul demeure ainsi à la fois une victoire contre une menace territoriale et un avertissement sur le pouvoir durable de l'idéologie extrémiste. Huit ans après sa libération, Mossoul est à la fois reconstruite et marquée par son passé. Les marchés ont rouvert, les bruits de la reconstruction emplissent l'air et les enfants retournent à l'école au milieu des vestiges de leur quartier. La ville montre des signes de renouveau, même s'il reste encore beaucoup à faire.
Des efforts sont en cours pour reconstruire sa vieille ville historique avec des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui se concentrent sur le patrimoine culturel, l'éducation et le renforcement de l'esprit communautaire. Les initiatives de reconstruction incluent la restauration de sites religieux importants, tels que le minaret al-Habda de la grande mosquée Al-Nouri et diverses autres églises. Cependant, le souvenir de la bataille demeure comme un avertissement sur la gouvernance, l'idéologie et la résilience. Sur le plan stratégique, la campagne a marqué une défaite militaire définitive pour les ambitions territoriales de Daesh. Politiquement, elle a révélé la fragilité des États issus d'une intervention prolongée et de conflits civils. Sociologiquement, elle a mis en lumière la remarquable capacité des citoyens ordinaires à survivre, à s'adapter et à reconstruire. Pour les historiens, la bataille de Mossoul restera dans les mémoires aux côtés de celle de Stalingrad. Et Grozny dans l'étude de la guerre urbaine, des événements où la ville elle-même est devenue à la fois un enjeu et un acteur. Pour l'Irak, cela représente le combat le plus acharné d'une génération, mené non seulement pour la terre, mais aussi pour la reconquête de l'identité nationale face au chaos. Lorsque le minaret de la mosquée Al-Nouri s'élèvera de nouveau sur la rive ouest du Tigre, il symbolisera bien plus qu'une simple reconstruction. Il représentera la résilience d'un peuple qui a enduré l'effondrement de la civilisation et a refusé de disparaître sous ses ruines. La bataille de Mossoul a clos l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne de l'Irak, mais en a également ouvert un autre. La longue et difficile entreprise de reconstruction d'un État pluraliste, stable et autonome.